Palisa, tous les mercredis, 10h30, 11h15, Frédéric Bertocchini y reçoit un invité qui peut appartenir au monde culturel, politique, associatif, sportif ou économique. Au programme, une interview décalée pour mieux connaître les personnalités de notre île, avec un regard différent, le tout sous un angle nouveau et un ton résolument décontracté. Palisa, c'est maintenant. Bonjour, vous êtes sur Radio Alta Brégoine, ça en ce mercredi matin pour le direct. Vous avez également cette émission en rediffusion, vous le savez, le jeudi entre 19h et 20h pour la rediff. Et puis le podcast internet www.alta-freguanza.com. Palisa, montrer, divulguer, avouer, confesser. On veut tout savoir aujourd'hui de notre invité qui s'appelle Jacques Orsoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'université de Corté, fondateur de l'IAE. On verra, on expliquera aux auditeurs, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Et vous avez écrit aussi de nombreux ouvrages divers. Alors tout d'abord, l'IAE, de quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, l'IAE, c'est un institut d'administration des entreprises, c'est une faculté, c'est une UFR, c'est la faculté de gestion dans 35 universités en général en France. Et cette IAE a été ouverte en 1990. Je suis venu en 1990. Précédemment, j'étais directeur de l'IAE de l'Université de Nantes depuis plus d'une dizaine d'années. Alors aujourd'hui, on va être un petit peu curieux, on va en savoir un petit peu plus sur vous, sur l'homme que vous êtes, qui se cache derrière votre fonction. Dans la première partie, on va réaliser une sorte de petit parcours en ce qui vous concerne. Deuxième partie, il y aura les questions des auditeurs, des questions qui ont été laissées sur notre répondeur, le 04 95 50 57 14. Et puis on terminera l'émission en douceur avec le j'aime, j'aime pas. Question de connaître un petit peu vos goûts. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre enfance, Jacques Orsoni. Ah ben, mon enfance, elle s'est partagée entre Véro, d'où mon père était originaire, et Paris, parce que mon père était fonctionnaire, et bien sûr, moi je suis né en 1937, donc juste avant-guerre, et j'ai suivi mon père et ma mère qui ont été nommés, qui étaient fonctionnaires à Paris dans les années juste du début de la guerre. Hein. J'ai donc passé les premières années de ma vie à Paris. Et puis, à partir de 1945, quand on a pu reprendre le voyage de Marseille en Corse, j'ai vécu un petit peu à Véro, où vivait encore mon grand-père. Mon grand-père qui, lui, est mort à la fin des années 40 et qui avait été instituteur en Corse. Il avait été instituteur en Balagne, à Montemaggiore, et un peu à Véro. Et il était revenu lors de sa retraite, il était venu, d'ailleurs il était installé avant sa retraite à Véro. Et c'est là où j'ai vécu en Corse. Puis ensuite, eh ben, mes parents étaient toujours à Paris, puis après à Avignon, et j'ai vécu à Paris et un peu à Avignon, mais surtout à Paris, où je suis allé au lycée à Paris. Alors, vous nous parlez de Véro. Vous avez un lien de parenté avec Francette Orsoni? Bah avec les Orsoni de Véro, il y a certainement un tronc commun. Maintenant, comment s'articulent les branches, c'est toujours difficile à savoir. Mais oui, certainement un lien de parenté avec Francette. Voilà, parce que c'était mon invité la semaine dernière. C'est vraiment un hasard complet, un hasard complet du calendrier. Bien sûr. Alors, vous avez pas mal voyagé quand même. Hein, vous avez connu des moments, le continent notamment. Quelle était la place de la Corse dans votre vie étant enfant? La place de la Corse, elle était ici, où je venais en séjour toutes les vacances. Il restait en Corse, il restait à Véro, ma tante, sœur de mon père. Je venais à toutes les vacances de Pâques, vacances de Noël, grandes vacances. Mais elle était aussi à Paris, parce que vous savez, pour beaucoup de Corses, la Corse ne quittait pas leur semelle, même quand ils étaient loin d'ici. Je veux dire, dans des habitudes, des traditions, un certain style d'éducation, peut-être d'éducation de principe. Hein, qui était inculqué, où la Corse restait présente. Puis c'était les vacances, donc les vacances, des périodes de joie et de bonheur de retrouver la grande maison du village. Enfant, vous étiez déjà attiré par les chiffres? Non, je n'étais pas attiré par les chiffres. Vous savez, c'est un peu les hasards de la vie qui m'ont fait m'engager vers des études qui étaient des études de gestion, hein, puisque après un bac littéraire,
Pour tout vous dire, après un bac littéraire, un bac philo, je voulais préparer normal supérieur, aller dans les classes de Cagne, d'Hippocagne. Et puis, mon père, en bon corse, avait une certain, peut-être pas un respect, mais un certain tropisme vers la médecine. Vous savez que beaucoup de Corses faisaient médecine. Alors, il m'avait dit, non, tu ne peux pas faire, si tu fais une cagne, tu seras professeur, c'est pas fonctionnaire, c'est pas si bien que ça. Hein, on peut faire mieux, et particulièrement du côté des professions libérales, comme médecin. Me voilà qui m'engage vers préparation donc, de ce qui s'appelait à ce moment-là la première année de médecine, le PCB, et ça me déplaît foncièrement. Et pour me rattraper, parce qu'il était trop tard pour faire une bonne cagne, à ce moment-là, quand on avait raté la première année université, quelqu'un me dit « Ah, il y a des bonnes écoles, là, les écoles de commerce, HEC, Subdeco Paris, l'ESSEC. » Je dis « Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?» Je ne savais pas vraiment où ça débouchait. Puis dans les familles corses, on n'était pas très orienté vers ce type d'études. Et puis me voilà donc en préparation dans un lycée parisien pour ces écoles de commerce. Et je suis reçu à l'école supérieure de commerce de Paris. Donc c'est vraiment un hasard complet, finalement, vous êtes arrivé là par ce hasard-là. Mais c'est vrai qu'il fut un temps, et notamment votre génération, les parents n'aimaient pas trop que leurs enfants fassent des lettres, étudient les lettres. C'était par rapport aux mathématiques, j'ai l'impression que c'était les cancres qui allaient, non? Je ne crois pas dans ma génération. Je ne crois pas dans cette génération qui rentre au lycée autour de la fin des années 40. Dans les familles corses, on n'avait pas un mythe comme c'est peut venir après, ou une grande attirance vers les études scientifiques. Lettres était très bien dans la mesure où avec lettres, dans ces temps bénis, on pouvait faire médecine. Hein. Médecine ne connaissait pas une sélection par les mathématiques. Ce qui est impossible. Donc on pouvait faire médecine, on pouvait faire droit, bien entendu, où beaucoup de jeunes compatriotes allaient à ce moment-là. Non, il n'y avait pas le tropisme vers les lettres. Vous avez connu la guerre? Oui, j'ai connu la guerre à Paris. Vous avez des souvenirs Ah oui, très net, oui, très net. De la maison sur la libération de la Corse, est-ce qu'à Paris, enfant, vous avez le souvenir que la Corse a été le premier département libéré? Oui, bien sûr, puisque habitaient Paris et mon père et mon oncle, s'est engagé l'un et l'autre dans la résistance, auprès d'ailleurs, pour mon oncle, à la préfecture de police de Paris, où Achille Peretti était un fondateur d'un réseau important, le réseau Ajax. Oui, j'en entendais beaucoup parler. J'entendais parler, bien entendu, de la libération de la Corse, avec le fait que justement, à partir de 1943, jusqu'à 44-45, la Corse a donc été coupée du continent, et que pour mon père et mon oncle, ils n'avaient pas de nouvelles de mon grand-père, de leur père, ni de leur sœur. Je vous propose, Jacques Orsoni, de marquer une pause dans cette émission, pause musicale. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'université, fondateur de l'IAE et auteur de nombreux ouvrages. On revient pour la suite de notre émission. Il faudra notamment répondre aux questions des auditeurs. À tout de suite. Palisa, tous les mercredis, 10h30, 11h15, sur Alta Frequenza. Le mercredi pour le direct, le jeudi pour la rediffusion entre 19h et 20h, mais également en podcast sur Internet et très bientôt en vidéo. Il y a une caméra d'ailleurs qui filme les émissions. Vous pourrez voir toutes les émissions d'Alta Frequenza en vidéo sur Internet, www.alta-frequenza.com. Dès lors que notre nouveau site sera prêt, c'est plus qu'une question de jour. Jacques Orsoni est notre invité aujourd'hui, économiste, professeur à l'université, fondateur de l'IAE et auteur de nombreux ouvrages. Est-ce que vous êtes prêt, Jacques, à répondre aux questions des auditeurs ? Tout à fait. Eh bien, je vous propose tout de suite le jingle et la première question. Palisa, les questions des auditeurs. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pensez-vous que l'État nous dit aujourd'hui la vérité sur la radioactivité après le drame du Japon? Je pense que l'État, son principal souci est évidemment d'éviter tout ce qui est catastrophe et d'éviter aussi tous les moments de panique. Alors je ne suis pas sûr qu'ils disent des faussetés, mais je pense qu'on ne dit jamais tout à fait la vérité. Rappelez-vous l'affaire Tchernobyl où les nuages s'étaient arrêtés à la frontière, enfin, à la hauteur des côtes corses. Alors c'est vrai que là,
c'est quand même différent. Tchernobyl, c'était il y a un quart de siècle. Tchernobyl, c'était en Europe. Là, c'est quand même carrément de l'autre côté de la planète. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on puisse nous mentir comme on a pu le faire pour Tchernobyl? Parce que là, c'était vraiment... On parle de mensonge d'État qui a provoqué une véritable catastrophe avec des cancers, de la thyroïde, etc. Écoutez, je ne sais pas, je peux difficilement répondre à cette question, n'étant pas dans les secrets, les secrets des hommes d'État. Mais je pense qu'on peut... alors, n'appelons peut-être pas ça un mensonge, mais si on voulait appeler ça un mensonge, ce serait un mensonge par omission. Hein. On oublierait de dire un certain nombre de choses dans le but de ne pas affoler les populations. Parce que vous imaginez, au Japon, si par exemple, on avait affolé la population de Tokyo, si on avait affolé la population de Tokyo... ça aurait 10, 12, 15 millions de personnes qui s'affolent. C'est sûr. Est-ce que vous, à titre personnel, alors aujourd'hui, paraît-il, il y a, non pas ces nuages, mais ces particules qui se trouveraient dans l'atmosphère au-dessus de la Corse, est-ce que, à titre personnel, vous êtes inquiet? Est-ce que vous allez prendre des mesures particulières? Non, bien évidemment, je ne vais pas prendre des mesures particulières puisqu'on nous dit que les particules radioactives sont tellement diluées dans la stratosphère qu'on ne risque plus rien. Et puis, quelles précautions je pourrais prendre? Acheter une pilule d'iode, ne plus manger de légumes. Je ne sais pas très bien quelles précautions d'ailleurs je devrais prendre. Donc, il est évident que je ne prendrai pas, et je pense que la plupart des gens ici en Corse ne prendront pas et ne pourraient pas en prendre d'ailleurs. Je vous propose de passer à la deuxième question. Ma question est sur les cantonales. J'aurais voulu savoir votre analyse du premier tour. Vous avez suivi ces élections? Enfin, cette alors, je vais vous partie. dire, au plan national, j'ai suivi les résultats, mais au plan corse, je n'étais pas là. Je suis revenu juste avant-hier, et je dois dire, j'ai pas trop suivi. Je crois qu'en général, les réalisations ont été assez conformes aux prévisions. Sur le plan national, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire simplement qu'on constate cette fameuse montée du Front National qui suscite une certaine animation, sinon même une certaine agitation dans les milieux politiques et particulièrement dans les milieux proches du gouvernement. Au sein de l'UMP, effectivement, on se demande si il faut faire ce front face au Front National, justement, faire ce barrage avec peut-être un appel de vote pour le Parti Socialiste dans les cantons où il y a une opposition entre le Front National et le Parti Socialiste. Et ça a un petit peu fracturé l'UMP, même si le président a remis un petit peu d'ordre dans la maison après. Oui, ça semble fracturer le parti majoritaire pour l'instant. Maintenant, c'est toujours une position un peu étrange par rapport au Front National. Je précise tout de suite, je ne suis pas un électeur du Front National, mais si le Front National est vraiment un parti aussi toxique qu'on le dit, pourquoi depuis longtemps n'a-t-on pas interdit? C'est une question qu'on peut se poser. Si on ne l'interdit pas et qu'on constate que 20%, 22, 25% de la population, un quart de la population vote pour le Front National, il faut quand même se poser à ce moment-là quelques questions. Peut-on interdire dans une démocratie, peut-on interdire un parti? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faudrait avoir de très bonnes raisons. Alors je ne sais pas si justement on trouve de très bonnes raisons d'interdire le Front National ou d'interdire à l'extrême des partis d'extrême gauche, comme on a pu le voir dans les années 70 avec des partis d'extrême gauche qui passaient proches par exemple des mouvements italiens et qu'on a réussi à interdire. Alors en Corse, vous n'étiez pas là, mais il y a quand même un canton très important qui pourrait avoir des conséquences, ou les résultats pourraient avoir des conséquences au-delà de ces cantonales, c'est le canton de Porto Vecchio, où Camille de Roccaser a été opposé à Jean-Christophe Angelini. C'est peut-être l'avenir de Porto Vecchio, et même du département et même de la région, peut-être sur plus long terme, qui est en jeu. Jean-Christophe Angelini a réalisé un score de 46%. Camille de Roccaser à 40%. C'était un petit cataclysme quand même dans ce canton-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on est en voie de changement radical dans cette micro-région de Corse? Oui, ça pourrait se produire. Ça pourrait se produire parce que, d'abord, Jean-Christophe Angelini est quelqu'un que je connais bien pour l'avoir connu de près à l'université lorsqu'il était étudiant. C'est quelqu'un qui a, en dehors de ses idées même proprement dites, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent politique. Maintenant que des équipes
équipes plus jeunes puissent menacer des bastions, des fiefs bien établis depuis des générations. Ça n'a rien d'étonnant. La psychologie, le comportement des électeurs change en Corse comme ailleurs. Et il n'est peut-être plus question d'avoir un attachement quasiment viscéral à ce qui était ces forteresses, ce qui étaient des bastions, les clans, si vous voulez. Donc que Jean-Christophe Angeline puisse à un moment, Jean-Christophe Angeline à Porto Vecchio, et d'autres, dans d'autres endroits, puissent à un moment ou à un autre enlever ces bastilles, rien d'étonnant pour moi. D'accord. Second tour, évidemment, dimanche. Et d'ores et déjà, il y a une partie de la gauche qui a appelé à voter pour Jean-Christophe Angeline, donc contre un petit peu Camille de Rocazera. À suivre, en tout cas, c'est je dirais, le canton passionnant de ces cantonales, même si tous les autres, évidemment, sont importants. Mais là, c'est vraiment le canton, en tout cas, qui suscite le plus d'intérêt des journalistes. Nouvelle question. Oui, bonjour. Que pensez-vous de l'impact au niveau du Japon? Pensez-vous que cela aura un impact sur l'économie mondiale sur du long terme? Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette question parce que, pour répondre immédiatement, je ne pense pas que l'impact sur l'économie mondiale sera très grand. Le Japon risque effectivement de connaître des jours plus difficiles parce que le coût de la catastrophe naturelle plus la catastrophe nucléaire sera important. Mais rappelez-vous que les économies à reconstruire, ou les économies de guerre, sont des économies qui, en général, ne sont pas des économies de crise. Elles peuvent être des économies qui appauvrissent pour un temps, mais ce n'est pas des économies de crise dans la mesure où elles suscitent des bras, des capitaux supplémentaires, dans un pays qui est quand même, malgré les difficultés qu'il a connues depuis une dizaine d'années, un pays, ne l'oublions pas, qui est la troisième puissance économique du monde, qui a été coiffé par la Chine il y a quelques mois, et dans une région du monde, l'Asie du Sud-Est, qui est en pleine effervescence avec cette montée en puissance des Chinois et des autres États d'Asie extrême-orientale. Alors, on peut peut-être rassurer les personnes qui nous écoutent et qui boursicotent un petit peu, qui ont un petit portefeuille en bourse. Ils peuvent garder leurs actions. Ou vous pensez qu'il faut fuir à tout prix les marchés européens? Ah bah là, vous savez, je suis un très mauvais conseiller. On sait bien que le cordonnier est le plus mal chaussé. En matière de bourse, moi, j'ai jamais fait d'investissement. Je n'avais pas eu d'ailleurs les moyens. Et quand j'ai voulu m'investir dans les affaires que je connais bien pour les avoir pratiquées avant d'être universitaire, moi j'ai travaillé dans les entreprises. Mais dans le domaine boursier, je me suis souvent trompé, donc je ne donnerai pas de conseils. D'accord. Alors en ce moment, on parle beaucoup de crise à l'échelon mondial. Et cette crise, alors on dit que le capitalisme est en train de s'écrouler, qu'on a montré les limites du système, qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle. Et certains, notamment comme Eric Cantona, joueur de football, a un petit peu lancé une idée, c'est-à-dire qu'on retire l'argent de toutes les banques pour faire effondrer le système et pour repartir sur quelque chose de neuf. Est-ce que vous pensez qu'une telle chose peut être possible et qu'effectivement le système pourrait s'effondrer si tout le monde, au même moment, retire notre argent des banques? La démarche de Cantona peut être considérée par certains comme sympathique, mais elle est quand même, pour beaucoup de monde, suicidaire. Parce que le jour où chacun retirerait ses économies ou simplement le versement de son salaire des banques, les banques ferment leurs portes et c'est toutes les entreprises aussi qui ferment leurs portes parce qu'elles ne trouvent plus de moyens de crédit, elles ne peuvent plus payer leurs fournisseurs à la fin de mois, elles ne peuvent plus payer leurs employés et elles mettent la clé sous le paillasson. Alors on peut peut-être le souhaiter, mais très franchement, je ne sais pas où ça nous conduirait. Maintenant, que le capitalisme ne soit pas le meilleur régime, oui, bien entendu, c'est une vérité qui a été dite particulièrement au cours du 19e siècle par Marx et par d'autres penseurs. Ce que l'on peut, je pense, constater, c'est que le capitalisme est en train d'évoluer. Jusqu'en 1970 à peu près, on voyait petit à petit un capitalisme de très grosses unités, de très grosses entreprises, un capitalisme où les
dirigeants n'étaient pas des patrons, étaient des managers salariés. Et puis à partir de 1970, ce capitalisme managérial connaît, 73, la fameuse guerre du Kippour, connaît des difficultés. Et on passe d'un capitalisme managérial à un capitalisme encore plus gourmand. Ce capitalisme financier où si vous voulez, l'objectif que les actionnaires fixent à leurs dirigeants, c'est de rendre maximum la valeur boursière de leurs entreprises. Et là, on en arrive évidemment à un capitalisme beaucoup plus spéculatif qui engendre beaucoup, c'est vrai, beaucoup de difficultés, beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de maux, beaucoup de malheurs. Vers quel capitalisme on va maintenant ? Je ne sais pas. Certains pensent que le capitalisme financier ayant montré ses limites, ce serait peut-être vers un capitalisme de plus entrepreneurial que l'on se dirigerait, et que ce capitalisme entrepreneurial, fait plus petit d'entreprises, de créateurs, serait plus humain. Maintenant, à voir. Quoi qu'il en soit, l'appel d'Éric Cantona n'a pas été entendu. Heureusement, peut-être, pour notre société actuelle. Tout de suite, il est 11h sur Radio Alta Brigouane. C'est l'heure de retrouver le Flash Info National International, suivi de notre deuxième pause musicale. Et on revient pour la suite des questions avec Jacques Orsogne. À tout de suite. Baliza, tous les mercredis, 10h30, 11h15, sur Alta Frequenza. Et aujourd'hui, Jacques Orsogne est notre invité économiste, professeur à l'université, fondateur de l'IAE et auteur de nombreux ouvrages. Nous poursuivons, Jacques, le jeu des questions, si vous le voulez bien. Oui. On enchaîne avec une nouvelle question. GIRS, DNAT, pensez-vous quelle est leur place dans le paysage judiciaire ? Très franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas que les juridictions d'exception soient tout à fait adaptées à un état de droit, qui ne connaît pas une révolution ou une subversion très forte. Bon, qu'il y ait eu peut-être des moments, et je ne parle pas seulement vis-à-vis du nationalisme corse, et moins du nationalisme corse que d'autres moments avant, dans les années 70, quand évidemment en Allemagne et en Italie, des mouvements terroristes, subversifs, dangereux pouvaient exister, qu'on ait mis en place des juridictions d'exception, oui, à cette époque-là. Maintenant, je pense que c'est tout à fait hors de propos, et je pense même que c'est contre-productif dans la mesure où les résultats auxquels parvient l'action de ces juridictions d'exception ne me semblent pas exceptionnels. Alors, il y a ces cellules antiterroristes qui ont été mises en place. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas eu de l'abus? On se souvient notamment, il y a quelques années, ces jeunes adolescents de Lourdes qui, pour avoir jeté un pétard ou un cocktail Molotov sur une gendarmerie, me semble-t-il, se sont retrouvés devant le bureau d'un juge antiterroriste à Paris. Mais c'est évident. C'est en ça que je vous disais que ces juridictions d'exception sont certainement contre-productives parce qu'elles entraînent de la part des forces de l'ordre, de la police, différents types de police, des actions qui sont disproportionnées souvent avec les événements ou avec les faits qu'on peut reprocher à certains. Et au contraire de pouvoir améliorer la situation, par exemple dans les rapports entre la Corse ou une partie des Corses et de la France, ça ne fait que les envenimer. Nouvelle question. Bonjour Monsieur Orsogne. La Corse au cœur du conflit de la Libye, à travers sa base de Solenzar, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire une réflexion en me disant que la Corse, dans le fond, ça a une valeur qui n'est pas seulement une valeur économique ou symbolique dans ses rapports avec la France, mais que ça a une valeur stratégique. C'est vrai que c'est un vaste porte-avions en Méditerranée et que si le Maghreb, en général, commence à bouger avec peut-être des risques réels ou des risques imaginaires pour la rive sud de l'Europe, la Corse reste une plateforme stratégique extrêmement importante. Alors c'est vrai que lorsque la Corse a été conquise par les armes avec Louis XV au XVIIIe siècle, c'était une place stratégique essentielle dans la Méditerranée, surtout dans le conflit avec les Anglais qui étaient maîtres d'une partie de la Méditerranée à l'époque. Mais on se rend compte que des siècles après, alors qu'on pensait qu'aujourd'hui c'était plus le cas avec la technologie qu'on peut avoir, mais on se rend compte effectivement que cet emplacement stratégique est encore important
On s'en rend compte avec le conflit en Libye. Hein. Oui, c'est évident, puisque vous voyez bien que les avions français décollent de Solenzar depuis quelques heures de ce porte-avions qui croise au large des côtes de Libye. Mais c'est évident qu'une base importante comme Solenzar doit intéresser nos stratèges comme ils intéressaient déjà beaucoup les forces alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que ça peut inquiéter en général lorsqu'il y a une place stratégique comme ça? C'est une place qui peut être à un moment donné visée par les ennemis. Est-ce que vous pensez que Kadhafi ou vous les alliés potentiels demain, on ne sait pas comment ce conflit peut évoluer dans le monde arabe, est-ce qu'on peut craindre, parce qu'on a vu notamment Jean-Guy Talamone, il s'exprimait au nom de son groupe Course Calibre, se dire on est en première ligne et ça ne nous fait pas trop plaisir, quoi. Il n'a pas tort sur ce plan, Jean-Guy Talamoni. Hein, on est en première ligne. Alors pour l'instant, il semble que les risques soient minimes, puisque les informations officielles, les informations du gouvernement nous disent que les armes de Kadhafi, les fameux Scud, ne sont pas capables de toucher la Corse. Mais si les armements de quelques agresseurs que ce soit, ou quelques défenseurs d'ailleurs que ce soit, un ennemi potentiel en Méditerranée s'améliorait, il est évident que la côte corse pourrait être touchée, hein, ou la base corse de Solenzar, avec des dégâts collatéraux possibles. Voilà, donc à suivre, évidemment. On craint un enlisement actuellement et les alliés, la coalition déjà s'effrite un petit peu. On n'est pas tout à fait d'accord sur les modes d'attaque et sur la manière de mener cette guerre. Hein. Ça s'annonce chaud pour les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Tout de suite, nouvelle question. Bonjour monsieur. Selon vous, est-ce que l'économie est véritablement dirigée par les politiques? Je vous remercie. Une question intéressante, je pense. Non, l'économie n'est pas vraiment dirigée par les politiques. Dans un système libéral, dans ce capitalisme financier globalisé, mondialisé, dans lequel nous évoluons, il est évident que les vrais dirigeants de l'économie, ou ceux qui ont la plus grande influence, ce sont les dirigeants de ces entreprises et les entreprises qui les financent et qui exigent d'eux de grands résultats. Maintenant, il ne faut pas non plus dire que les politiques n'ont plus du tout d'influence. Les politiques, hein, il fut un temps, il y a quelques années, où il était de bon ton de dire maintenant, avec le développement de ce capitalisme mondialisé, les politiques, et entre autres l'État-nation, n'a plus aucun rôle économique. Non, c'est faux. L'État-nation, enfin, le fait qu'une entreprise ait son siège social à New York, à Pékin ou à Paris reste encore très important parce que les forces politiques peuvent avoir malgré tout une influence déterminante sur ces entreprises. J'ai cru lire quelque part, il y a quelque temps, que le président de la Fed, par exemple, aux États-Unis, était aussi puissant que Barack Obama. Vous y croyez à ça ? C'était des paroles un petit peu rapides. Mesurer la puissance économique ou comparer la puissance économique avec une puissance politique, entre autres militaire, ça me paraît un peu compliqué. Mais on peut dire qu'effectivement, par l'influence que le monde des affaires mondialisé, globalisé peut avoir sur les politiques, le président d'une grande institution, la Fed, le FMI, la Banque mondiale, sont des gens qui ont certainement une influence aussi grande qu'un chef d'État, et particulièrement d'un chef d'un petit État. Alors justement, on parle beaucoup de Dominique Strauss-Kahn actuellement, peut-être candidat pour l'élection présidentielle en France l'an prochain. Est-ce que selon vous, quelqu'un qui a eu de telles responsabilités à New York, quelqu'un qui est économiste, peut faire un bon président ? Est-ce qu'un atout, son parcours, est-ce que ça pourrait être un atout pour la France ? Je dirais que globalement, d'avoir des compétences, ce n'est jamais un handicap. Or, Strauss-Kahn a évidemment quelques compétences en économie, puisque c'est un cher collègue, un professeur d'économie. Et que, bien évidemment, avoir été à la tête d'une des premières institutions de régulation de l'économie, sous sa forme libérale, lui a enrichi ses connaissances. Maintenant, dire qu'un grand économiste ou un bon économiste est forcément un grand homme d'État, c'est pas si sûr que ça. Je vous rappellerai ce qui se passait il y a 30 ans, lorsque, là aussi, un professeur d'économie, qui a été un de mes maîtres, Raymond Barre,
était qualifié par le président Giscard d'Estaing comme le meilleur économiste de France, eh ben c'est sous Raymond Barre qu'on a connu une inflation à 2 chiffres. Hein. Donc vous voyez, il n'est pas certain que la compétence soit toujours à la mesure des exigences de la politique. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions? Oui, on enchaîne. Oui, bonjour Monsieur Orsoni. Que mettriez-vous dans le futur PADUC? Merci. Ah, dans le futur PADUC, là, ce serait très long à y répondre. Ben, pour moi, si vous voulez, qui ai quand même beaucoup étudié cette question du PADUC lors de cette première mouture, je dirais que pour moi, le problème est un problème avant tout économique. C'est-à-dire que l'économie, pour aller très vite, hein, l'économie de la Corse actuellement reste une économie sous perfusion, une économie dépendante. Hein. On importe pratiquement tout ce qu'on consomme, des ordinateurs, des voitures, voire même des tomates ou des carottes, et on exporte presque rien, un peu de vin, un peu de fromage, un peu de charcuterie. Donc nous vivons quand même beaucoup sous dépendance, dans un système qu'on pourrait appeler un système rentier, et la seule façon de développer l'économie corse, de lui donner davantage d'autonomie et peut-être de permettre à nos jeunes qui sont dans une situation de recherche d'emploi difficile, ça consisterait à mettre en place en Corse une économie productive, locale, importante, hein, qui permettrait justement d'absorber cette main-d'œuvre qui se cherche. Je vous propose de passer à l'avant-dernière question. Bonjour monsieur, quel type d'économie pourrait permettre à la Corse d'être indépendante? Est-ce que c'est possible économiquement? Souvent, on revient sur cette question, c'est vrai. Je pense que toute économie pourrait rendre, d'une certaine façon, la Corse indépendante. Hein, vous savez que le PADUC, on lui reprochait d'être orienté vers le tout-tourisme. D'une certaine manière, oui, un tout-tourisme débridé pourrait permettre, vraisemblablement, de rendre la Corse indépendante. Mais est-ce que c'est à cette Corse-là que nous, autres Corses, rêvons? Je ne crois pas. Ce serait une économie de casino, une économie de boîte de nuit, une économie où, justement, tout ce après quoi nous sommes attachés, c'est-à-dire, cette fameuse identité, cette culture corse, serait laminée en très peu de temps. C'est incompatible, en fait. Hein. Incompatible. Ouais. Par contre, là aussi, une économie productive, locale, hein, qui permettrait de recueillir les revenus gagnés par le tourisme, gagnés par nos exportations, pourrait évidemment rendre la Corse moins dépendante économiquement. Et alors, vis-à-vis d'une indépendance, pourquoi pas? Ça existe. Malte est indépendant, mais le modèle maltais n'est pas celui qui est certainement le meilleur, le plus attractif pour les Corses. Alors des fois, on entend dans la rue, de manière un petit peu arrogante même, on nous dit la Corse indépendante, mais vous allez manger quoi? Des châtaignes et des champignons, comme pour dire vous ne pouvez pas. Mais est-ce que c'est possible? Là, on est évidemment dans le fantasme et dans l'irréel, mais est-ce que c'est possible selon vous? Ben oui, regardez les Maltais, ils sont indépendants, les Chypriotes sont indépendants, donc des îles de Méditerranée qui n'ont pas davantage d'atouts que n'en a la Corse, mais évidemment ils sont axés sur d'autres types d'économie. C'est justement peut-être vers celle que nous ne souhaitons pas, entre autres de plus en plus de tourisme à Chypre, et puis à Malte, un système de ce qu'on appelle offshore, c'est-à-dire d'accueil de capitaux dont on n'est pas toujours très sûr, et qui peuvent nous lier davantage avec ces mafias mondiales, hein, que l'on craint. Un paradis fiscal en Corse, ça serait une catastrophe pour l'île. Je crois que ce serait pas bon. Ça nous rendrait dépendants de ces apporteurs de capitaux, et puis une dépendance qui ne serait certainement pas la plus souhaitable pour nous. Maintenant qu'on rêve d'une Corse indépendante à l'intérieur d'une Europe fédérale, oui, bien sûr. Simplement, est-ce que l'Europe fédérale se profile à l'horizon? Ça, c'est pas certain. Allez, la dernière question des auditeurs. Bonjour, la réforme à les rues de l'Université de Corse, pour ou contre? La réforme qui est actuellement en cours? Oui. Oui,
pourquoi pas. Vous savez, c'est un serpent de mer, la réforme des universités. La réforme des universités qui a été opérée par le gouvernement Sarkozy, par Madame Pécresse, donne davantage de pouvoir à l'université. Je ne suis pas sûr qu'elle donne davantage de pouvoir à l'université en général. Elle donne davantage de pouvoir au président de l'université. Hein. Bon, il y a peut-être moins de moyens aussi, non? Ah bah ça, les moyens, on n'a jamais dit qu'on allait en donner davantage. Hein. Et dans une période d'austérité qui se profile, il est peu sûr que les moyens de l'université augmentent. Mais peut-être davantage de pouvoir dans l'orientation des formations, dans la création de certains diplômes. Oui. Je vous propose, Jacques Orsoni, de passer à notre dernière partie, le j'aime, j'aime pas. Pas Lisa, le j'aime, j'aime pas. C'est très simple, je vais vous donner un mot ou un groupe de mots, il faut me dire si vous aimez ou non avec un petit commentaire derrière. J'aime, j'aime pas les jeux de hasard. Non, je ne joue pas aux jeux de hasard, c'est pas que je les aime pas, mais je les trouve quand même un peu dangereux et je trouve que c'est aussi un moyen d'aliénation des pauvres, hein. Quand par exemple on crée des PMU dans des pays pauvres, on voit certainement des gens qui par moment démissionnent de leur poste pour se dire ah, dimanche prochain je vais faire une excellente journée. Et puis on voit que sur Internet notamment ça se multiplie. Il y a eu d'abord les jeux, les paris sportifs qui vraiment ont explosé. Et puis chose tout à fait étonnante, il y a 15 ans on disait par exemple que les joueurs de cartes de poker c'était du vice. Et aujourd'hui on dit que c'est un sport. Oui, complètement changé le... Oui, alors là, sur ce plan-là, alors là, je serais contre, moi, parce que le poker sport, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, que ce soit un jeu, que certaines personnes y soient particulièrement attachées, voire accrochées, ben ça on le sait très bien, comme à tous les jeux de hasard, il suffit d'aller au casino et de voir les messieurs et les dames accrochés après les bandits manchots. Hein. Mais que le poker soit un sport ou que ce soit un moyen de développer l'intelligence, je ne crois pas. Je crois que c'est un moyen au contraire de rendre les gens dépendants. J'aime pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, bien sûr, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas puisqu'elle est la fille de son père et que son père est quelqu'un qui a été, on en parlait tout à l'heure, diabolisé. Maintenant, Marine Le Pen semble plaire de plus en plus à un certain nombre d'électeurs. Regardez les résultats auxquels elle parvient. Elle pourrait, selon certains sondages, et on est loin quand même des présidentielles, mais elle pourrait priver le président sortant d'un deuxième mandat dans un an. Vous y croyez à ça ? C'est possible, on a vu l'expérience avec Lionel Jospin, avec son père en 2002. Personne ne donnait Jospin perdant et Jospin a été, les socialistes français ont été quand même très étonnés de voir le résultat. Ça peut arriver aussi à l'UMP. Je parle évidemment d'une élimination au premier tour du président sortant et non pas au deuxième tour. Bien sûr. J'aime pas regarder des débats politiques à la télévision. Oui, j'aime bien les débats politiques à la télévision. C'est pas que je crois beaucoup à ce qu'ils peuvent apporter sur le plan de la connaissance ou de la vérité, parce que c'est souvent quand même une espèce de vulgate que chacun expose dans son parti. Maintenant, on peut dire aussi que d'une certaine manière, bien entendu, ça nous informe, ça nous permet de former peut-être notre opinion en vue d'une bonne décision, mais en même temps c'est un côté ludique. Je pense que la politique exposée telle qu'on le fait à la télévision, c'est un peu un substitut au match de football. J'aime pas participer à des émissions de radio comme aujourd'hui. Ah, j'adore participer à des émissions de radio comme aujourd'hui, surtout avec vous. Hein. C'est gentil. Toujours, surtout qu'on parle de tout, on parle de tout ce matin sur notre antenne. J'aime pas boursicoter. Ah oui, boursicoter, je vous dis, je ne l'ai pratiquement jamais fait, puisque tout à l'heure je vous disais que le savetier étant moins bien chaussé, chaque fois que je l'ai fait, je me suis planté. J'aime pas surfer sur Internet. Si, j'aime bien surfer sur Internet, parce qu'Internet c'est quand même un outil fabuleux. Je ne suis pas spécialement accro d'Internet, mais je trouve quand même que d'avoir sous sa main, avec une souris, un instrument de connaissance qui ressemble un peu après tout à la bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, c'est pas tout à fait inutile. Et celle-là, on ne peut pas la brûler, elle est partout dans le monde. Si demain on vous retire Internet, vous allez ressentir un manque ?
Oui, je ressentirais un manque, mais je ne suis pas d'une génération qui est addictée à Internet, donc je m'en passerai, je retournerai peut-être plus longuement vers mes livres. J'aime pas la ville de Corté, ville universitaire. J'adore Corté, ville universitaire, et la ville de Corté en général, c'est une ville agréable, c'est une ville où on vit bien, où il y a un certain bonheur de vivre. Alors peut-être que pour les étudiants, c'est pas toujours très bien, parce que c'est vrai que la vie est quand même, les loyers, ils sont quand même élevés, et que de plus en plus, on s'aperçoit, et on le dit, que les étudiants vivent dans la pénurie, mais vivre dans la pénurie, c'est hélas le lot de beaucoup dans le monde moderne. Alors le choix de Corté, au début des années 80, c'était évidemment un choix symbolique par rapport à Pascal Paul, qui avait créé cette université, mais c'était aussi un choix économique pour redynamiser l'intérieur de la Corse. Est-ce que ce choix-là, selon vous, a été bon? Est-ce qu'il a été gagné? Que ce soit un choix symbolique important pour la Corse, c'est sûr. Hein, oui, capitale de la Corse, capitale de cœur de la Corse. Maintenant, dire qu'une université doit être un moteur économique, c'est pas sa vocation première. La vocation première d'une université, c'est de pouvoir faire vivre, accueillir un certain nombre d'étudiants dans les meilleures conditions. Étudiants, une communauté, les professeurs, les administratifs, dans les meilleures conditions. Bon, oui, d'une certaine façon, je pense que pour les Cortenais qui ont des intérêts, essentiellement les commerçants, l'université de Corté n'a pas été un mal, au contraire. J'aime pas le salon du livre de Paris. Oui. Oui, c'est bien. Le salon du livre de Paris est intéressant. Je le connais bien pour avoir moi-même été directeur d'une collection universitaire dans une grande entreprise d'édition dont je ne donnerai pas le nom. Et ça fait connaître nos publications pour la présence de l'édition corse. Ça fait trouver des connexions avec d'autres éditeurs, et globalement, c'est bon, bien entendu. Et bien voilà, cette émission est terminée. Jacques Orson, et je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'université, fondateur de l'IAE et auteur de nombreux ouvrages. Dernière question, avez-vous passé un beau moment en notre compagnie et que pensez-vous de notre émission? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un moment exceptionnel, c'est très agréable. J'étais un peu en retard et je vous prie encore de m'en excuser. Je présente mes excuses aux auditeurs, mais un moment très agréable. C'est une émission allègre, bien montée, sur le sujet d'actualité, donc à continuer à 100%. Merci beaucoup en tout cas, Jacques Orson, et je vous souhaite bon vent pour la suite. À bientôt.